Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Bienvenue dans la troisième partie des Grandes Gueules. Merci de nous écouter à Bokeh sur Espace Kakandé. Vous nous écoutez à Kindia sur Radio Espace Kania, mais également à Mamou, à Zérékoré, mais aussi du côté de Kanka. Merci de votre fidélité. Nous continuons donc le cours normal de cette émission. On était avec Sekou Koundouno tout à l'heure. Antoine, c'était entre lui et toi. Je pense qu'on a... Ouais, il faut qu'on... Les gens ne voulaient pas que je te donne la parole. Il ne faut pas que tu rentres dans le mur. Non, il n'y a aucun mur. Bien au contraire. Vous savez que quand je pense une chose, avant qu'il y ait la preuve contraire. Et je pense que ce matin, et il est là. ma question, je vais la reposer et je la maintiens. Je pense que quand on a contesté un troisième mandat, on a contesté un référendum issu d'un fichier électoral, on ne peut pas réclamer une révision sur la base de ce même fichier-là. C'est mon point de vue. Maintenant, parlant toujours du contenu des propositions faites par le FNDC, ils demandent des enquêtes par rapport aux crimes de sang. Et je crois qu'ils ont cité parmi les crimes de sang le coup d'État perpétré le 5 septembre. J'ai envie de comprendre pourquoi. Écoutez, avant qu'on ne revienne sur ça, j'aurais voulu aussi qu'on déclassifie ce point de vue, qui me semble un point de vue qui n'engage que autre personne, dans la mesure que le FNDC a été cohérent et constant du bout à bout dans sa lutte jusqu'à cette date, pour la simple raison, le mobile et les motivations de la création, de la mise en place de la dynamique jusqu'à date, nous estimons que nous sommes en phase avec nos propres aspirations et opinions. Nous ne sommes pas opposés à un fichier ou à quelconque entité. Nous estimons qu'il y avait un intrus dans le système, il y avait un intrus dans la course, qui n'était rien d'autre que Alpha Condé. La lutte visait comment retirer cet intrus du lot. Donc, concernant notre demande afin que des enquêtes soient ouvertes sur des crimes de sang, mais aussi sur des crimes économiques, nous estimons que pendant cette période transitoire, qu'il faille mettre à profit pour que tous les crimes de sang que ce pays a connus durant ces 10 dernières années et que la justice puisse faire au fait son travail, pour que ces familles endeuillées, ces veuves, ces orphelins qui sont des centaines puissent pour une fois pour toutes connaître qui a tué les leurs et qui puissent au fait pleurer les leurs définitivement. Du point de vue des crimes économiques, et nous saluons déjà la dynamique qui a été amorcée par le CNRD, qui consiste à moraliser la vie publique, qui consiste à lutter contre la corruption, à récupérer tous les biens de l'État, mais au niveau de la FNDC, nous estimons que tout ceci doit se faire dans les règles de l'art afin que la dignité humaine soit préservée. Et nous avons profité pour lancer un appel au CNRD. Il est beau bien de lutter contre la corruption, mais il est aussi qu'on fasse l'objet d'exemplarité. C'est pourquoi nous avons sollicité que les membres du CNRD, du gouvernement, du CNT puissent déclarer leurs biens, parce qu'ils ne sont pas à l'abri des poursuites après la transition. Il ne faut pas qu'ils se leurrent la face. S'ils engagent une vaste opération de lutte contre la corruption aujourd'hui, qu'ils ne parviennent pas à déclarer leurs biens pour distinguer leurs biens du patrimoine de l'État, rien n'exclut que le nouveau système ne puisse mettre en place une vaste opération d'audit afin de savoir pendant la gestion du colonel Mamadi Doumbouya ici comment les affaires publiques ont été gérées. Nous avons aussi jugé nécessaire que la confiance minimale entre le CNRD et le peuple de Guinée serait de rendre publique la liste nominative des membres qui constituent ce comité, parce que Antoine et les autres, on parle d'un comité. Le comité, par définition, c'est un groupe restreint, c'est un groupe connu, donc on doit décalculer au fait les membres du CNRD pour que le peuple de Guinée puisse savoir pendant cette transition qui a fait quoi, pour que l'histoire et la prospérité puissent retenir les agissements de tout un chacun. Donc, il y a des recommandations qui ont été faites dans ce mémo et dans cette feuille de route. Moi, je demanderais simplement à Antoine de s'approprier, parce que je constate qu'il est complètement en déphasage avec ce document. Bien, Sekou Koundouno, chargé des stratégies et de la planification du FNDC. Allez-y. Monsieur Koundouno, je ne suis nullement en déphasage avec le document. J'ai juste relevé des points qui me paraissaient incohérents. Ne vous offusquez pas que je fasse des remarques par rapport à votre proposition. J'ai commencé par dire que j'appréciais pour une fois que vous fassiez des propositions au CNRD, mais vous ne pouvez pas faire une proposition et vous dire que tout ce que vous avez dit dans la proposition est correct.
Pour moi, il y a des éléments et des parties qui me semblent incohérentes. Et je relève une autre incohérence, c'est le fait que vous réclamiez une enquête autour des crimes de sang commis le 5 septembre, alors que vous étiez de ceux-là qui avaient apprécié et félicité le CNRD pour ce coup d'État-là. Vous étiez de ceux-là qui ont approuvé le coup d'État et retiré les noms de Doumbouya et de Bala Samoura de la liste des personnalités devant être conduits à la CPI. Alors, aujourd'hui, apparemment, vous revenez sur terre pour réclamer des comptes à ces cadres. Il me semble, peut-être, vous ne suivez pas l'évolution du FNDC. Peut-être vous le suivez avec votre propre miroir. Mais à ce qui nous concerne, et nous avons été la toute première organisation à 9h du 5 septembre 2021 à prendre acte du coup d'État. Mais est-ce que le FNDC a pris acte des tueries? Mais bon sang de Dieu, nous sommes des légalistes. Nous nous battons pour la justice sociale. Donc il faudra à votre niveau que quand vous plantez le décor dans un contexte particulier, que vous fassiez preuve de prudence en essayant de contextualiser les actes et les dires de ces entités. Nulle part on a cautionné les théories, et comme nous nous battons pour la justice sociale, nous estimons que tous les morts se valent, donc il faudrait à ce niveau que justice soit faite, que la lumière soit faite pour que ces familles définitivement puissent pleurer les leurs. Ça n'a rien à voir. Concernant le fait que nous avons défiché le colonel Mamadi Doumbouya, Bala Samoura et Abdoulaye Keita du Bata, le FNDC l'a assumé parce que n'oubliez pas qu'en mars 2020, nous avons lancé un appel à l'armée guinéenne de prendre toute sa responsabilité et de nous débarrasser du despote guinéen. C'est ce qui fut fait le 5 septembre 2021 au niveau du comité de pilotage du FNDC. Nous avons en tiré toutes les conséquences y afférentes à travers ce sursaut patriotique. Donc il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'incohérence. Peut-être, comme je l'ai dit tantôt, vous regardez vous le FNDC à travers votre miroir particulier. Bien, c'est Koundouno. Allez-y, Kapsa. Voilà, très bien. Alors, monsieur Koundouno, moi, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est vous-même, vous le rappeliez tantôt, qu'il faudrait qu'on rende justice vis-à-vis des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Et pensez-vous que cela est possible pendant la durée que vous avez fixée? La deuxième question, c'est également, sachant déjà que la transition, on a déjà passé 8 mois, est-ce que quand vous dites on fixe 24 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que vous aviez déjà tenu compte du fait qu'il ne reste plus que, disons, 16 mois et que c'est pendant ces 16 mois que toutes les actions que vous avez déclinées dans votre chronogramme sont censées se faire? Est-ce que cela est véritablement tenable pour le reste, pour les 16 mois restants? Merci, Cam. Tes deux questions sont hautement très pertinentes. Et je vais commencer par la dernière. Je tiens à vous informer que du 5 septembre 2021 jusqu'hier, le 21 avril 2022, beaucoup d'actes ont été posés par le CNRD et par le gouvernement. Je parle ici de la mise en place du gouvernement, la réhabilitation des lois nationales et internationales, je parle des traités et des conventions. Je parle ici au fait de la réhabilitation de la haute autorité de communication et de la Cour des comptes. Je parle ici du transfert du système prérogatif de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Je parle ici de la mise en place du CND et la définition des missions qui sont dévolues à cette entité. Je parle ici au fait de la représentation au fait de la Guinée au niveau de l'échelle internationale. Je parle ici d'un certain engagement du point de vue moralisation de la vie publique en termes de lutte contre la corruption et de récupération de tous les biens qui appartiennent à l'État, malgré que nous avons quelques réserves sur les procédures y afférentes. Donc, en tout état de cause, et dans l'échéance de 7 à 8 mois, beaucoup de choses ont été faites. Et comme ça, je tiens à dire ton attention, je sais déjà que tu le sais, les réformes institutionnelles, administratives et de refondation sont des réformes permanentes. On ne peut pas avoir la prétention ou l'ambition de tout faire à son temps. On engage un process et on a l'intime conviction que si les réformes sont pertinentes, elles sont lucides, que d'autres systèmes, d'autres régimes viendront pérenniser, continuer la dynamique. Donc, est-ce que les 24 mois que nous avons donnés, en tenant compte des 8 mois déjà écoulés, nous disons tout simplement qu'elle est tenable, elle est même raisonnable. Du point de vue, elle est raisonnable si la volonté politique de remettre le pouvoir au peuple guinéen, qui doit librement choisir ceux qui doivent le gérer. N'oubliez pas, nous sommes en période d'exception. On ne peut aucunement pas confondre une période d'exception à une période normale. On ne peut pas confondre un gouvernement de transition à un gouvernement élu des urnes. Donc, en tout état de cause,
le challenge et l'ambition de tout Guinéen voulant une transition apaisée, réussie, inclusive du moins, c'est de travailler à tout faire pour que, dans les conditions les meilleures, tout en faisant des réformes institutionnelles et administratives, mais en engageant aussi une vaste opération dans le cadre du processus électoral, que nous puissions très prochainement retrouver l'ordre constitutionnel. Bien, Sékou Koundounou en direct chez les Grandes Gueules. Allez-y, Djiba Milimono. Alors, Sékou Koundounou, vous parlez de révision constitutionnelle sur la base de la loi du 7 mai 2010. Pour vous, on pourrait revenir sur cette loi. D'ailleurs, c'est pour cette constitution que vous vous êtes battu. Est-ce que, à ce niveau, on peut dire que la démarche, elle est à la fois citoyenne, mais aussi politique, parce que beaucoup disaient, vous avez échoué, et que finalement, la constitution, la nouvelle a été adoptée, qui annulait de facto l'ancienne. Est-ce que pour vous, il était important de réhabiliter cette constitution pour laquelle vous vous êtes battu? Est-ce que l'enjeu aussi pour vous n'est pas politique? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est l'envoi d'un facilitateur international, puisque l'opposition l'a dit, et vous aussi, vous êtes certainement dans cette dynamique. Le président de la transition hier, lors du Conseil des ministres, il dit, dans cette concertation, les solutions des problèmes guinéens seront trouvées en Guinée et par les Guinéens. Alors, ce qui quand même ferme la voie à l'envoi peut-être d'un médiateur ou un facilitateur dans ce dialogue. Est-ce que déjà, on n'a pas une idée de la posture du CNRD qui fermerait la route à vos initiatives? Écoutez, sur la première, vous le savez mieux que n'importe qui, que le FNDC avait pour objectif initial la défense de la Constitution de mai 2010. Et vous vous souviendrez aussi que cette Constitution fait l'objet de consensus des différentes entités des forces vives. Donc nous avons estimé que vu le sacrifice et les lourds efforts consentis par le peuple guinéen dans la lutte citoyenne pour la sauvegarde des acquis démocratiques, qu'elle convient que nous puissions réviser la Constitution de mai 2010 et à l'amender, à la compléter, afin que nous puissions pas gagner du temps, mais en termes d'efficacité. Il nous semble invraisemblable. Il nous semble incompréhensible que le CNT puisse faire fi de ce test et qu'elle puisse inventer un autre test. Ce n'est pas du tout possible, quel que soit le gymnastique qu'ils feront, ils seront dans l'esprit de ce test du 7 mai 2010. Et comment dirais-je, et qui va, tout en vous rappelant que malgré le gymnastique du chiffon que Alpha Condé nous avait présenté pendant son référendum contesté, il n'a pas pu éviter les dispositions pertinentes de la Constitution de 7 mai 2010. L'objectif que lui le recherchait, c'était de faire sauter les verrous pour qu'il puisse être président à vie. Donc, à ce niveau, je vous rappelle tout simplement qu'au niveau du FNDC, et la lutte, nous n'avons pas échoué, parce que si on n'avait pas créé les conditions d'enlisement, les conditions de détérioration de la situation socio-politique du pays, on ne peut même pas rêver à un coup d'État le 5 septembre 2021. Donc, il est d'autant plus probant que sans la lutte menée par le FNDC et d'autres entités, on ne pouvait pas prétendre à un coup d'État le 5 septembre 2021. Concernant la sortie du président et de la transition, et moi, en ma qualité de citoyen et de jeune frère, je le dirais, de faire preuve, au fait, à cette période de déception, d'humilité. Les Guinéens ne le contestent pas, que détient la puissance publique et qu'il peut l'appliquer là où il veut et quand il le veut, mais dans une période transitoire où aucune entité n'a la légitimité y afférente, il faut en faire avec le consensus, avec le dialogue, avec la concertation, en essayant d'écouter même ceux dont on n'a pas envie d'écouter. Je l'ai dit tantôt et je profite de vos zones pour le réitérer. Quand on est présent en Guinée, il y a deux catégories de Guinéens auxquelles il faut se méfier. La première catégorie, c'est les personnes qui ont bénéficié de vos décrets et de vos arrêtés. Les personnes qui gardent leur avantage ne vous diront jamais la vérité. La seconde catégorie, c'est eux qui viennent rentrer au palais dans l'intention de ressortir avec de l'argent des promesses ou des faveurs du prince. Ces personnes ne vous diront jamais la vérité. C'est ceux qui apportent des esprits critiques. C'est ceux qui dénoncent, ceux qui veulent que ça aide bien, c'est ceux qui vous aiment. Et je pense bien que le président de la transition prendra au fait des conseils de façon efficiente et efficace afin que nous puissions très prochainement sortir de cette période de déception. Ceux qui veulent gouverner la Guinée, je pense bien que la voie des urnes est mieux indiquée. Eh bien, allez-y, Mafoulia Bangoura. Alors, la question que moi je veux vous poser, c'est Koundounou, c'est en tant qu'acteur
acteurs de la société civile. On a l'habitude de ces problèmes entre le pouvoir et l'opposition. Pour le moment, peut-être c'est pas forcément le schéma, mais on voit que déjà avec les concertations, le dialogue, il y a des positions qui commencent à se durcir. Là, on ne parle pas du FNDC qui, à un moment donné, avait collaboré avec les politiques dans l'opposition. Aujourd'hui, quelle est votre proposition aussi vis-à-vis de ces politiques qui sont de l'autre côté pour qu'on puisse aller facilement, d'abord finir avec ces transitions, aller donc à ces élections et avoir un président civil? Et Mafouya, tu poses une question très pertinente. En tout état de cause, pour respect au travail que nous faisons, je ne rentrerai pas dans tout ce que nous faisons à l'ombre pour que ce pays aille dans la paix, dans la stabilité et qu'il puisse se réconcilier avec lui-même. Quand vous parlez avec les nouvelles autorités, ils vous diront tout le travail que nous apportons au quotidien pour rapprocher les positions et pour dire aux uns et aux autres de raison garder. Nous le faisons de même et de façon permanente du côté de la classe politique. Je ne peux pas étaler toutes ces confidences-là sur la place publique, mais si les membres du CNRD m'écoutent ou de l'opposition m'écoutent, ils ne vous diront pas le contraire. Je peux vous rassurer que sous le leadership du coordinateur Ponkemangue et Omar Silla, alias Ponkemangue, il a instruit que notre leitmotiv pendant cette période de transition, c'est de faire en sorte que cette transition ne soit pas un échec. Parce que l'échec de la transition, c'est l'échec de l'FNDC. Nous travaillons à pacifier le pays, à faire en sorte que les différents acteurs se parlent. Mais comme vous le savez, Mafouya, on ne peut pas gouverner un pays dans l'arrogance, dans le mépris, dans le dédain. Ce n'est pas du tout possible au XXe siècle, parce que les gens, à un moment donné, quand ils se sentent vexés, ils se radicalisent et ils prennent des positions extrêmes. C'est pourquoi je profite encore de vos ondes pour lancer un appel au CNRD, au gouvernement et au président de la transition de mettre tout en œuvre pour que les Guinéens, dans un cadre de dialogue inclusif, puissent se parler. Et concernant la question qui a été posée par Djiba sur un facilitateur international, le FNDC maintient cette position parce qu'à date, nous avons raison de croire qu'il y a plus de confiance entre les différents acteurs. Il faut quelqu'un qui puisse réunir cette confiance et parler entre les Guinéens afin que nous puissions regarder le même viseur. Mais Mafouya, je te rassure pour finir que notre... Sur le dialogue, c'est le même film qu'on connaît depuis, on ne s'entend pas, on demande un médiateur qui vient et qui n'est pas forcément la solution. Et suivez, et le médiateur intervient dans les conflits ou dans les mésententes. C'est quand ceux qui sont censés faire leur travail ne le font pas bien, ou ils le font avec mépris, avec dédain, et cela radicalise les positions. Il faut une personne extérieure pour parler et pour faire en sorte que les Guinéens puissent voir dans le même viseur. Mais en tout état de cause, la transition par définition, c'est le consensus. La transition par définition, c'est les pourparlers. On ne peut pas avoir une transition en Guinée qui est différente de notre transition. C'est pas possible, bon sang de Dieu. C'est Koukundouno. Allez-y, Daouda. Alors, en parlant de ces facilitateurs aujourd'hui, on sait qu'il y a eu Saïd Djinit qui est passé plusieurs fois ici. Entre-temps, Ibn Chambaz également qui est venu, qui d'ailleurs a été mandaté ces derniers temps. Vous avez salué au FNDC, mais on a vu la classe politique par endroit qui n'a pas, qui a rejeté ce médiateur. C'est la première question. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les précédents dialogues ou dans les précédentes rencontres qu'on a eues dans le cadre politique et même social dans notre pays? Ça, c'est la première question. La deuxième question, aujourd'hui, vous avez un de vous qui est au Conseil national de la transition, c'est bien le président dans sa Kourouma. Est-ce que depuis son arrivée, y a-t-il eu une sorte de rencontre, d'échange autour des questions essentielles de la vie de la nation? Écoutez, du 5 octobre au 28 octobre 2021, une mission du FNDC s'est rendue pour rencontrer les chefs d'État et de gouvernement afin qu'ils puissent accompagner le gouvernement guinéen et le CNRD et dans la quête d'une transition réussie et apaisée. Ce travail a été fait pendant ce plaidoyer. Nous avons suggéré qu'il y ait un émissaire qui soit affecté à la Guinée pour que cet émissaire puisse rendre compte régulièrement au président de la commission de la CEDEAO, mais aussi au président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et cette demande a été acceptée par les chefs d'État que nous avons reçus. Vous dites que l'opposition a rejeté, mais au niveau du FNDC, nous n'avons pas besoin de demander l'avis de l'opposition pour
faire une requête dans la mesure que nous défendons les aspirations profondes des citoyens guinéens et nous avons estimé à cette période qu'il fallait un hémisphère qui puisse être un trait de liaison entre le CNRD et la CEDEAO. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, avec l'enlisement de la situation sociopolitique du pays, qu'il fallait bel et bien quelqu'un qui puisse échanger, communier et transmettre tous les efforts ou pas les efforts du gouvernement actuel face à l'institution sous-régionale. Maintenant, concernant la nomination ou la présence de Dansa Kourma du côté du CND, en tout état de cause, je n'ai pas de commentaire à faire. Pas sa nomination, je n'ai pas parlé de sa nomination, puisque vous êtes dans une dynamique de rapprochement des positions aujourd'hui pour la réussite de la transition et aller vite au retour à l'ordre constitutionnel. C'est un acteur quand même de la société civile, mais aussi incontournable dans cette transition. Est-ce qu'il a été quand même un de vos interlocuteurs aujourd'hui dans vos démarches de rapprochement des positions? La réponse, elle est non. Et pourquoi? Et parce que nos démarches ne semblent pas utiles du côté du CNT. Bien, allez-y, Caps. J'ai à nouveau deux questions pour vous. Alors la première, au regard de la proposition que vous venez de faire, est-ce que cela sous-entendrait que désormais vous prendrez part à ce cadre de dialogue permanent, de concertation qui est créé par le CNRD? La deuxième question justement, c'est de savoir, vous, dans votre déclaration, vous parlez de l'organisation des élections par la CENI. Et de l'autre côté, vous avez certains autres acteurs qui penseraient que c'est le MATD qui devrait le faire. Alors selon vous, vu que le CNRD ne participe pas à ces élections à venir, est-ce que vous ne pensez pas que le MATD pourrait bien entendu organiser également ces élections? Excusez-moi, reprenez votre première question s'il vous plaît. La première question, je disais, au regard du fait que vous avez accepté de faire une proposition au CNRD par rapport au chronogramme de la transition, une demande qui a été bien entendu faite par le ministre de l'Administration, est-ce qu'au regard de cela, on peut se dire que vous allez désormais participer au cadre de concertation permanent? Merci, comme ça. Et nous prendrons part seulement si le mémorandum que nous avons transmis au ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, si les points dans ce mémorandum sont pris en compte et qu'on a une réponse venant du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et concernant l'organisation des élections, nous n'avons pas parlé de CENI, nous avons parlé d'un organe indépendant de gestion des élections. Ça peut être la CENI ou un autre organe créé pour la circonstance, mais c'est un organe détaché à l'administration. Comme vous le savez, nous sortons de deux décennies de politisation à outrance de l'administration, où l'administration est constituée essentiellement de militants et sympathisants des différents du parti au pouvoir. Dans ce contexte actuel, nous lançons un appel encore au président du CNRD qu'il a une stratégie de refondation de l'État à faire, mais qu'il ne se trompe pas de réalité, que l'administration guinéenne est profondément politisée. C'est une administration à dépolitiser, donc ça demande du temps, du travail, et tout ceci ne peut pas se faire en une année, en 2 ans. Bien, dernière question, Diba. Alors, Sékou Koundouno, c'est vrai que vos propositions tranchent avec celles faites par le gouvernement qui a envoyé pour réflexion. Dans la vôtre, il n'y a pas le recensement général de la population et de l'habitat, il n'y a pas le recensement administratif à vocation état civil. Est-ce qu'aujourd'hui, si vos propositions ne sont pas prises en compte, vous n'excluez pas l'option de redescendre dans la rue? Écoutez, le coordinateur national, Oumar Silla alias Fonkemangue, chaque fois que nous sommes en réunion de coordination, il nous indique que le sacerdoce du FNDC pendant cette transition, c'est de privilégier le dialogue, la concertation, l'entente, dans un climat apaisé et dans un climat où nous regardons tous à le même viseur pour que nous sortions de cette période d'exception. À date, et nous essayons de faire usage des moyens qui sont dévolus au fait à notre entité en termes de loi interne et de loi supranationale, mais en tout état de cause, nous essayons de faire usage des moyens à disposition. À défaut, nous ne ferons pas aussi, nous n'excluons pas au fait l'usage de ce droit naturel et constitutionnel. Mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité au niveau du FNDC, c'est comment rapprocher les positions, c'est comment parler entre les entités, c'est comment le CNRD, le gouvernement
doivent comprendre qu'en Guinée, on ne doit pas se regarder en chien de faïence, malgré nos divergences du point de vue idéologique, du point de vue perception et lecture sur les questions et sur les enjeux qui mènent notre société. Nous devons avoir la capacité, la grandeur d'écoute, de se parler, de communier et de regarder l'intérêt général de la nation. Et l'intérêt général de la nation ne peut pas être conduit par une seule entité. Ce n'est pas du tout possible en période transitoire. Je l'ai dit tantôt, la transition par définition, c'est la concertation, c'est le consensus. Il n'y a pas de transition extra-guinéenne, il n'y en a pas. Bien, Sékou Koundono, responsable des stratégies et de la planification du FNDC, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. C'est à moi de vous remercier. Bien, l'émission continue dans un instant. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Espace TV, je vous parlais de cet autre sujet, bien évidemment. Nous parlons cette fois-ci culture, s'il faut le dire ainsi, mais médias aussi, n'est-ce pas? Audiovisuel en Guinée, contenu et défi, c'est le titre de l'essai littéraire de Jacques Lévaleno, dont la dédicace est prévue lundi prochain au chapiteau du Palais du Peuple. L'ouvrage évoque les pratiques professionnelles dans les radios-télévisions guinéennes depuis la libéralisation des ondes en 2005. Au cœur de sa réflexion, l'épineuse question de l'indépendance des journalistes et les choix éditoriaux. À quelques jours de la dédicace, nous recevons l'auteur pour en parler. C'est bizarre de te recevoir comme invité. Jacques, bonjour, bienvenue. Très bizarre, mais je me comporte en invité dans ce studio. Mais j'ai fait tout ce que les invités font, hein. Ils viennent et puis ils passent dans la salle d'attente. Ah oui? Et puis, ça fait quoi? Voilà, ça fait un peu bizarre. Et puis on médite. Après, ils lisent la Fatiha. Voilà. Pour ceux qui sont chrétiens. Il semble qu'il faut louer Jésus avant de venir. Ou alors passer voir les marabouts. Tu n'as pas fait tout ça? Ah ben j'ai fait tout ça. Ça fait plaisir de te recevoir. On a cet ouvrage, l'audiovisuel en Guinée, contenu et défi. Ça t'a pris... c'est arrivé quand l'écriture? Tu t'es finalement décidé. C'est vrai que tu écris tous les jours avec les éditoriaux que tu fais et tout. Mais un ouvrage pareil, c'est venu d'où? J'ai commencé la réflexion depuis fin 2017. J'étais engagé sur un travail scientifique pour mon diplôme de master. Et j'ai pu comprendre un certain nombre de choses qui m'ont encouragé à me lancer dans la rédaction plutôt que d'un mémoire tout simplement, finalement d'un livre. Bon, le mémoire, lui, il a été validé, mais je me suis dit que derrière, peut-être on pourrait avoir une réflexion beaucoup plus large. Parce qu'au départ, je suis parti sur les contenus éditoriaux de la télévision nationale et les contenus éditoriaux de la télévision Espace. Je travaillais déjà bien sûr. Après, derrière, il y a eu un certain nombre de questionnements sur les objectifs que nos aînés s'étaient fixés lorsqu'ils s'étaient engagés dans la lutte pour la libéralisation des ondes en 2005. Puisque depuis les années 90, la presse était libre, on avait déjà des journaux qui paraissaient, tout le monde avait à l'époque le goût de la lecture, en tout cas ceux qui savent lire. On a encore cette habitude, nous qui avions fréquenté les universités quand la presse était tirée comme... en tout cas, la presse écrite vivait ce temps de gloire où on nous envoyait, n'est-ce pas, des journaux dans les universités, on les achetait. Alors, lorsque la radio est arrivée, c'était pour casser le monopole que l'État avait sur l'audiovisuel, puisque c'était seulement la radio nationale et la télévision nationale qui communiquaient. Et puis, derrière, c'était pour permettre aussi la pluralité d'opinion. Et il fallait donc aujourd'hui évaluer, ce n'est pas un bilan, loin d'être un bilan, c'est un constat à mi-parcours de quelqu'un qui a eu cette chance d'être là
dès les premières heures, puisque c'est en 2006 que ça a commencé et de 2009, nous sommes arrivés dans ce métier, nous avons commencé à travailler. Donc, j'ai la légitimité, comme beaucoup d'entre nous ici, de parler un peu des constats que nous avons fait. Est-ce que nous avons atteint ces objectifs-là? La question de la pluralité d'opinion, oui, aujourd'hui c'est une réalité. La question d'accès, si vous voulez, des politiques, puisque c'est revenu tout le temps, des politiques donc aux médias audiovisuels, ça aussi c'est une réalité aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres questions qui viennent derrière. Ce sont les choix éditoriaux. Est-ce que nous nous distinguons foncièrement de ce qui était là en place comme réalité, c'est-à-dire le travail que fait la RTG, et que nous, de l'extérieur, avions souvent critiqué. Après, sur certains plans, oui, sur d'autres plans, c'est comme si nous faisons exactement la même chose. La réflexion que je fais, c'est de se dire, oui, c'est vrai que nous attaquons la RTG, mais voici ce que nous faisons de la même manière, voici ce que nous ne faisons pas de la même manière, et qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être, non pas de s'éloigner carrément de ce que nos aînés de la RTG font, puisque nos aînés y sont, certains ont été nos enseignants dans les facultés, mais est-ce qu'on peut améliorer ce qui était déjà en place? Parce que c'était aussi l'objectif de nos aînés en 2005. Alors, allez-y, alors moi, ma question, c'est sur la méthodologie. Tu parles de réflexion, laquelle tu parles. C'est pas grave. Vous parlez. Le coup va commencer, mais ne pas terminer avec. Vous parlez. Il faut mieux commencer par tu. Le principe de l'interview, il faut le respecter. Il faut le respecter. Faut le voyer. Voilà. Jacques. Monsieur l'honneur. C'est vraiment bizarre. Alors, je m'intéresse à la méthodologie. Je veux savoir, vous parlez de réflexion, mais est-ce vos réflexions personnelles qu'on retrouve dedans, ou bien vous avez eu recours à des personnes qui ont dit comment est-ce que ça se passe un peu, comment est-ce que vous avez constitué ce travail? Oui, il y a eu une démarche scientifique. C'est pourquoi c'est un essai, donc je n'ai vraiment pas la prétention d'avoir offert, si vous voulez, la vérité absolue à l'intérieur. J'ai consulté d'abord quelques rapports. Il y a des rapports qui existent sur le travail que nous faisons, sur par exemple les goûts et les attentes de nos concitoyens, qui sont quand même, si vous voulez, les bénéficiaires de notre travail. Il y a également des rapports d'institutions sur la façon dont nous avons travaillé à certaines époques. Par exemple, pendant des élections, comment nous travaillons, comment nous couvrons la campagne électorale, et quelle appréciation font les politiques de ce que nous faisons, etc., etc. Donc il y a ces rapports. Il y a également des interviews que j'ai faites. J'ai pu rencontrer par exemple l'ancien rédacteur en chef de la RTG, avec qui j'ai communiqué. J'ai pu avoir des échanges avec la haute autorité de la communication. J'ai pu avoir également les conversations avec quelques journalistes. Et puis derrière, vous avez la science qui s'invite là-dedans, lorsque j'aborde notamment la question de contenu éditorial qui pourrait définir finalement la politique éditoriale de chaque média. Bien, allez-y Djiba. Alors justement, j'avais parcouru de façon, disons, en diagonale le livre dans votre bureau. D'abord, félicitations. Moi, je l'ai connu, j'étais encore étudiant. Je le suivais sur Familia. Et donc pour moi, je l'ai toujours dit, ça a été un plaisir d'être avec toi dans les GG. Merci beaucoup. Et j'ai vu ton parcours, c'est un parcours de combattant. Tu as commencé par oui, tu as terminé par vous, tu as terminé par... Oui, moi je pardonne tout ceci parce que nous sommes entre collègues. Voilà, la proximité. Oui. Et j'ai vu le parcours, c'est un parcours de combattant. Si on vous dit aujourd'hui de résumer ce parcours-là, puisque comment vous arrivez à la rédaction le premier jour à Familia, comment vous êtes accueilli, vous le décrivez avec beaucoup plus avec brio surtout, et comment vous allez cette étape de votre vie, en un mot, qu'est-ce que vous retenez de cette étape de votre vie pour ces jeunes journalistes qui sont dans les écoles, qui nous écoutent ce matin? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous parlez des rapports avec les partis politiques, notamment les médias de service public. On sait qu'on dit des médias de service public, mais l'accès pour les partis politiques, c'est toujours une question d'actualité. Comment vous la traitez? Et pour vous, c'est quoi l'objectif à la fin? D'abord, par rapport à comment je résume ce parcours, je ne suis qu'à mes débuts pour
des gens qui ont été devant nous, les Daouda en face de moi, et puis d'autres aînés encore qui sont dans ce métier depuis les années 90. Et je me dis que je ne suis qu'un enfant d'abord pour là-dedans. Moi, je pense que c'est la passion tout simplement, puisque la première partie, vous allez constater, je parle un peu de ma rédaction des misères, puisque ce que j'ai dit de moi, c'est un peu ce que chacun de nous a pu vivre. Antoine est là, lui, je crois que ce que je raconte, il va se reconnaître dedans, puisque nous avons suivi le même parcours, des familiers à Gangan et puis ici, nous avons toujours été ensemble. Beaucoup sont passés par et nous avons vu la misère à tous les niveaux. Vous savez, ceux qui sont de l'extérieur, ils ne comprennent pas. Souvent, ils sont faciles à juger. Ils sont faciles à juger notre travail sans comprendre fondamentalement ce que nous faisons de l'intérieur. Et moi, je me suis dit, on ne doit plus fuir cette question. Ça nous concerne, il faut qu'on en parle. C'est vraiment de la misère que nous vivons à l'intérieur. Et quand on parle de misère, ce n'est pas forcément le salaire qu'on a dans le travail. C'est les conditions aussi de travail. Avec quel matériel on travaille, avec dans quel environnement on travaille, quelle galère on a sur le terrain. Ce sont ces éléments-là que j'essaie, n'est-ce pas, de raconter. C'est pour dire à ces jeunes, lorsqu'ils s'engagent, nous, nos enseignants, il y en a qui nous disaient et qui ont été honnêtes avec nous, vous n'allez pas gagner d'argent dans ce métier-là. Évidemment, c'est ce que je leur dis aujourd'hui, c'est la passion qui nous maintient jusque-là dans ce métier qui le comprennent. Maintenant, pour la question des politiques, donc, tu continues aussi à dispenser des cours, n'est-ce pas? Je continue à enseigner, donc du côté de Kountia. Ce que j'évoque donc avec les politiques, c'est de dire, l'objectif de départ, c'était de permettre à ceux qui ne sont pas au pouvoir d'accéder à la radio et à la télévision. Et cet objectif-là, il est aujourd'hui atteint. Cela n'a pas empêché la RTG de garder son habitude, c'est-à-dire on donne beaucoup plus l'espace au parti qui est au pouvoir, et puis ceux qui sont dans l'opposition se débrouillent dans l'opposition. Mais disons du côté des médias privés. Mais qu'est-ce que cela a pu provoquer? Je le mentionne clairement, ça a provoqué une sorte de complaisance de la part de nous, journalistes du privé. On s'est dit, bon, puisqu'ils n'ont pas accès à la RTG, il faut quand même leur donner le temps. Et on les a donné tellement de temps que parfois, sans le savoir, on a minimisé un peu le temps du parti au pouvoir. Surtout pendant les élections, il y a un rapport notamment de l'Union européenne qui le mentionne, les législatives de 2013, où les médias privés avaient plus donné du temps de parole aux partis politiques de l'opposition qu'au RPG, au pouvoir. Et puis, je mentionne un parti, par exemple, les partis dont les leaders détiennent des médias, ici invités sans limite. Et ça, et parce que derrière aussi, ce n'est pas réglementé. Parce que du côté de la HAC, il y a des exigences. Pour la RTG, c'est l'équilibre du temps de parole pendant la campagne électorale. Mais les médias privés, qui payent beaucoup, passent plus. C'est des radios et télé commerciales. Allez-y, Daouda. Alors, je reviens dans le bouquin, à la préface. Il faut rendre cet hommage à Justin Morel Junior qui a préfacé. Et ce passage, ce concept qui retient le plus mon attention, c'est le gombo. Vous l'avez traité, vous l'avez développé, vous l'avez traité, vous l'avez développé. Et Justin, dans la préface, rappelle un peu Vincent de Paul Antagana, ce spécialiste des sciences et techniques de l'information. En quel endroit vous placez le gombo dans la pratique du métier? Il est certes connu des anciens, mais les novices, la nouvelle génération, ceux qui sont encore sur les bancs, doivent en savoir quelque chose. Ah oui. Comment s'y prendre et comment vous l'avez abordé? Oui, je vais le dire, c'est sans hésitation, sans complexe. J'ai parlé du gombo lorsque j'ai voulu évoquer la question de l'indépendance du journaliste. Au lieu de s'interroger, est-ce que nous sommes indépendants? Je me suis interrogé, est-ce que nous avons les moyens de l'indépendance? Parce que l'indépendance reste pour nous un idéal. Est-ce que les moyens sont mis à disposition pour que nos journalistes nous soyons indépendants? Si vous parcourez le livre, vous vous rendez compte, moi je raconte comment j'ai eu mon premier gombo, je connais qui me l'a donné et comment je me suis battu pour l'obtenir. Chacun d'entre nous a eu, n'est-ce pas, son gombo. Il faut connaître le courage
de le dire. Et puis derrière, c'est de dire comment l'éviter. Ouais. Comment éviter finalement que nous, journalistes, soyons obligés de percevoir, n'est-ce pas, ces gombos. Souvent, on ne les réclame pas. Hein? Mais ils viennent quand même. Vous êtes jeune reporter, vous partez sur le terrain. On vous donne. Vous savez, c'est aussi dans la culture de l'Africain. On pense que quand quelqu'un fait un travail, il faut quand même lui dire merci. Dans les villages, dans nos traditions, c'est la cola. Vous faites quelque chose, on vous donne une noix de cola, ou parfois même on vous donne un poulet, même si c'est votre travail. Vous voyez, nos administrateurs dans les villages, ils font du boulot dans les villages, mais en partant, on attrape un bouc, on dit bon, tenez, c'est pour vous remercier. Ça s'est invité dans le quotidien donc des organisateurs d'activités. Ils se sentent obligés de donner de l'argent, n'est-ce pas, aux journalistes. Et les journalistes puisque Jacques rappelle d'ailleurs dans notre société, on dit que le merci c'est comme une feuille. Sinon les gens n'auront pas envie de lire. N'écoute pas. Merci beaucoup. N'écoute pas Daouda qui va te faire dire tout le contenu de ton bouquin. Il y a eu une dédicace. Moi j'ai acheté le bouquin. J'ai acheté le bouquin. Est-ce que tu l'as acheté toi? La dédicace est prévue pour quand et qu'est-ce qui va se passer? Comment éviter que le gombo soit une priorité dans le travail? Une obligation. La réponse. Ah, tu as vu, le 25. Je ne suis pas tellement habitué. Jacques, t'es pas stratège. Oui, c'est vrai. Attends, on ne dit pas tout. Le gombo ne doit pas être... Lundi. Donc, j'essaye de parler des conditions, puisque ce sont des conditions de travail qui nous obligent à percevoir. Donc, j'essaye d'explorer quelques pistes, et je crois d'autres, puisque je l'ai très bien dit dans mon livre, ce n'est que le début d'une réflexion. Moi, je m'engage à continuer la réflexion, mais d'autres peuvent aussi s'inviter dans le débat pour poursuivre la réflexion. Il y a d'autres pistes qui peuvent être explorées pour peut-être un jour minimiser un peu la question des gombos dans notre travail. Donc, pour répondre à votre question, Antoine, la dédicace est lundi à 14h au chapiteau du Palais du Peuple. C'est dans la salle Kamaralai. C'est donc l'Harmattan Guinée qui a édité le livre qui s'occupe de l'organisation. Mafoudia Bangoura s'occupera de la modération. Il y aura un petit temps de présentation et un petit temps de débat autour des problématiques que je soulève à l'intérieur. J'invite en tout cas tout le monde à être là. Écoute, 14 €, c'est à peu près... 14 €, c'est 140 000 francs guinéens. C'est pas cher après. On aura les dividendes. On aura notre gombo. D'abord, vous achetez. Voilà, on va mettre la caméra sur le livre. Bien. L'audiovisuel en Guinée, contenu et défi. Voilà, Guiba va venir à ma place. Non, tellement j'y tiens. C'est un Kissien, hein. Cet ouvrage à lire, à retrouver les Kissiens qui sont solidaires. Merci en tout cas. On va boucler avec rapidement, en quelques minutes, Daouda Mohamed, cette actualité sur Sheraton notamment. Oui, effectivement, c'est Jacques, merci d'être passé. Merci beaucoup, Madiadia. Félicitations. Donc, vous êtes invité lundi à 14h. Je serai là avec plaisir. Ce que vous n'avez pas noté, Jacques, autant qu'il pose des questions aux gens, aujourd'hui on lui pose des questions et il prend sa tête. L'émission est finie. Alors je disais, cette note, on l'a vu hier, qui est signée depuis le 15 avril 2022. C'est bien le retrait du permis d'exploitation de l'hôtel 5 étoiles Sheraton de Guinée. Parce que vous savez que depuis décembre, cet hôtel est fermé. Fermé pour ce qu'on nous avait d'abord dit, c'était pour innovation et à l'intérieur des travaux qui devaient s'opérer à l'intérieur. Rénovation, je vais dire. Rénovation et innovation qui devaient s'opérer à l'intérieur. Mais entre-temps, il y a eu d'autres plaintes qui ont surgi. Vous savez qu'on a eu des travailleurs dans ce studio qui ont parlé de beaucoup de choses. Mais ce qu'il y a à ressortir aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'interrogations sur les motifs de la fermeture. C'est qu'il y a eu l'attention qui a été attirée sur l'état des lieux, l'état sécurité et santé, mais à rappeler que ce travail était confié au géant américain de l'hôtellerie Marriott International Starwood, qui devait s'occuper de la sécurité, de la santé. Mais il est arrivé qu'une mission du ministère de la Santé qui soit partie sur les lieux et qui a relevé des défaillances dans ce cadre. Notamment du mauvais entretien. Des mauvais entretiens. Et c'est là, beaucoup pensent aujourd'hui que c'est le propriétaire qui n'a pas
pris soin de l'hôtel, mais plutôt c'est le partenaire de sécurité et santé qui a failli à ses devoirs. C'est bien Marriott. On reviendra sur le sujet dans nos prochaines émissions. Mais déjà, il faut rappeler que cette gestion, il y a des principes qui ont dit, des dispositions qui ont dit par exemple que le propriétaire n'a pas à s'interférer dans la gestion. Il laisse tout au partenaire qui est Marriott et celui qui a failli à son devoir dans cette affaire. Bien, Daouda Mohamed Camara, d'autres détails à suivre sur cette actualité dans nos prochaines éditions des Grandes Gueules. Merci à vous tous à l'international. Merci à tous nos compatriotes qui nous ont écoutés à la radio et qui nous ont regardés à la télévision. Merci à tous les chroniqueurs, à Abdulrahad Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Nala Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Merci à Vladimir Poutine. Merci également à Kadi Touré. Merci à tous d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir de vous servir. Nous vous retrouverons lundi avec Lamine Girassi, le turbo aux commandes.